nous allons encore parler, cette fois-là, de ce qui se passe dans le Sud Kivu. Mais avant, c'est là, nous allons vous dire que Bertin Bissimois, c'est le coordonnateur adjoint de cette histoire de AFC M23. Bertin Bissimois est actuellement à Doha, là où il représente cette coalition. Il est parti avec une délégation de M23 AFC. Mais depuis quelques jours, Bertin Bissimois se plaint. Il dit que la RDC souffle le chaud et le froid. Il dit que sur les médias, la RDC montre qu'il a besoin de la paix, il prône la paix partout. Tshisekedi, Patrick Mouyaya, tout le monde parle de la paix. Mais sur le terrain, c'est le contraire. La RDC est en train d'acheter des armes, il est en train d'acheter des avions de chasse. La RDC continue à attaquer nos positions. Nous les attendons ici, à Doha, ils ne viennent pas. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit, ah, c'est que cette affaire-là devient sérieuse. Comment ce monsieur qui était arrogant, ce monsieur qui croyait qu'ils allaient arriver à Kinshasa, aujourd'hui commence à souhaiter que la RDC puisse aller à Doha. Boukala, vraiment, ça c'est vraiment Boukala. On leur avait dit, vous venez dans un pays d'autrui, on ne vous a rien fait. Boukala. Vous allez vivre les cauchemars. Donc Bertin Bissimois se plaint du fait que, officiellement, Félix Tshisekedi est le chantre de la paix. Il a demandé même une paix de braves à Kagame, à Bruxelles. Partout il est passé, à Paris, à Doha, partout, au Caire, en Égypte, ou encore à Belém, au Brésil. Le président Tshisekedi ne fait que prôner la paix officiellement, mais sur le terrain, il envoie Guy Mwadjanvite acheter beaucoup d'armes, d'avions de chasse. Pendant que nous parlons ici, les avions de chasse sont en train de faire leur meeting sous le ciel de Lubumbashi. J'ai vu les gens de Katumbi en train de pleurnicher, oh non, voilà. Et tu sais qu'après avoir envoyé ses avions à Kachobwe, chez Moïse Katumbi, maintenant là, il fait voler ses avions sur la résidence de Katumbi, sur l'avenue Lofoy, à Lubumbashi. Je dis, mais il faut être malade pour dire des choses comme ça. Dans la ville de Lubumbashi, là, c'est la résidence de Katumbi. Bon, il passe à basse altitude, oui. Il passe pour faire quoi? Pour cartographier ce qui est à l'intérieur de chez Katumbi, comment? Voilà, moi, d'autres personnes qui manquent vraiment des opportunités de cette terre. Donc, Bissimois pleure. Il dit que nous sommes assis ici à Doha. La délégation congolaise ne vient toujours pas. Donc, il commence à souhaiter que la délégation vienne. C'est toujours eux qui commencent à demander les dialogues comme si sans le dialogue, ils ne vont pas vivre. On a tous compris qu'ils sont en difficulté. Nous avons fait ce diagnostic depuis longtemps. Une analyse simple, c'est que aujourd'hui, si nous voulons attaquer les M23 pour récupérer Goma et Bukavu, ça se fera dans moins de 3 jours. Nous avons du personnel, nous avons les militaires, qui sont nombreux. Nous avons les Wazalènes de presque dans chaque territoire, dans chaque localité. Donc si l'ordre est donné,
Ces gens-là ne vont pas résister parce qu'ils n'ont plus les militaires. Ils n'en ont plus. Ils ne vont pas tenir longtemps. Ils peuvent résister un peu, 1 heure, 2 heures. Après, ils vont battre en retraite. Ils vont enlever les tenues. Ils vont jeter. Ils vont disparaître dans la nature. C'est ça la réalité. Donc, si Doha, c'est un bouée de sauvetage pour eux. Ils ne savent pas si Kinshasa refuse Doha, ils vont devenir quoi. Ça, ils prient que Kinshasa prenne un engagement. Ils promettent, voilà, 2 ou 3 personnes seront dans le gouvernement ou tout ça. Les autres, bon, on va faire des mobilisations, ainsi de suite. Ils veulent quelque chose comme ça. Parce qu'ils voient déjà que ça ne va pas tenir longtemps. Ils n'ont plus de ressources pour nourrir des militaires, ils n'ont plus la logistique nécessaire. Kagame est essoufflé. Kagame voyage comme un papillon. Si vous comptez le nombre de voyages de Kagame, Tshisekedi n'a pas voyagé. Kagame voyage chaque semaine. 2-3 pays. 2-3 pays. C'est monsieur que vous voyez là. Il voyage beaucoup. Il est en train de chercher de nouveaux débouchés. Là où il peut encore gagner parce que je vous ai dit qu'il est en Guinée-Conakry, non? Les militaires là, Doumbouya, a fait la transition. C'était prévu qu'il ne soit pas candidat. Mais Kagame lui a dit non, tu peux être candidat, ça ne fera rien. Les Guinéens ne veulent pas. Il y a des pressions là-bas. Et c'est Kagame qui est son mentor, qui le coach. Comme c'est un sanguinaire, un criminel, il va lui dire non, le peuple, il ne faut pas suivre. S'il joue, il faut tirer, il faut taper, il faut emprisonner. Ils vont avoir peur, ils vont te laisser gouverner. Donc c'est comme ça. En contrepartie, il lui a donné des actions dans Simandou, cette grande mine du fer du pays. Kagame va commencer à gagner l'argent là-bas. Donc, attendez. Donc, la situation est en train d'évoluer très bien, au nord comme au sud Kivu. J'ai vu le gouverneur du nord Kivu qui a lancé une campagne de récupérer les armes. Je ne pense pas que c'est une bonne idée pour l'instant. Monsieur le gouverneur, nous sommes en pleine guerre. Monsieur le gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo, Kakule, mon général, ce n'est pas le moment de récupérer les armes. Laisser la population avec ces armes-là. C'est une légitime défense en temps de guerre. Quand nous aurions fini avec ça, quand la paix sera revenue, quand Goma sera de nouveau la capitale du Nord Kivu, cette campagne se fera automatiquement par une organisation ou une structure que l'État pourra mettre en place. Je crois que PDDRCS est là. C'est un programme de désarmement. C'est eux qui peuvent récupérer les armes des milices, oui, mais on peut les rejoindre aussi, récupérer les armes de la population. Parce que prendre maintenant, c'est rendre cette population vulnérable. Les ADF vont venir, les M23 vont venir. Non, il ne faut même pas penser aux armes maintenant. Les armes, on en a même besoin. À un moment donné, nous avons demandé que toute la population soit militarisée, que tout le monde ait une arme pour se défendre.
Vous ne pouvez pas récupérer les armes maintenant. Ce n'est pas une bonne idée. C'est pas... Non, non. Donc, vous avez Kamisimbi. Kamisimbi, c'est un territoire de Walungu où de violents affrontements ont lieu en ce moment. Beaucoup de morts du côté de l'ennemi. Les Wazalendo et les FARDC sont en train de progresser dans un autre axe vers Bukavu. Ils sont à 15 km de Bukavu. Vous savez que Bukavu est déjà encerclé, Goma est encerclé depuis tous ces jours ici. Le président Tshisekedi a sa stratégie, il sait ce qu'il est en train de faire. Si le go est donné maintenant, il risque d'y avoir beaucoup de victimes dans les grandes villes là. C'est pourquoi les choses évoluent comme vous pouvez voir. Donc nous sommes très contents que le travail se fasse de cette façon-là sur le terrain. Les vaillants Wazalendo et les FARDC sont ensemble en train de se battre pour confondre l'ennemi sur le terrain. L'ennemi qui a perdu complètement qui a perdu complètement le contrôle de l'Est du Congo. Les Red Tabara, tout ça, les Twirwaneros qui voulaient résister, on est en train de les saccager sérieusement. Le travail s'est fait. Sous le commandement dans le sud Kivu du commandant région Jean-Jacques Kabamba Ilunga, le général. Mon général, merci beaucoup. Depuis ton arrivée, beaucoup de choses évoluent là-bas. Une bonne coordination avec les Wazalendo, le travail s'est fait. Donc nous sommes très fiers de voir que dans l'armée, on a toujours dit qu'il y a des militaires, il y a des généraux, il y a des officiers qui sont là, qui ne sont pas utilisés. On a continué avec le même réseau de Chiwewe, Frank Tumba, qui étaient déjà compromis. Pourquoi les garder au lieu de prendre de nouvelles personnes? Et le président a écouté, il a commencé à placer de nouvelles personnes. Et vous voyez que sur le terrain, ça évolue très bien. Ces histoires de trahison, tout ça, c'est en train d'être éradiqué. Nous avons confiance avec ce nouveau leadership militaire du Sud Kivu. Ça va marcher. Nous voulons des actions, nous voulons attaquer sans reculer. Il ne faut pas qu'on dise non, telle localité a été encore récupérée. Non, 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 non. Il faut maintenant qu'on frappe. On frappe durement. Donc voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les présidents israéliens qui est venu, ils vont aussi acquérir des droits miniers, comme vous le savez, les Américains, comme Jeff Bezos, Bill Gates ont déjà des droits miniers dans les Nord Katanga, d'autres milliardaires du Texas sont déjà pour les mines de Rubaya et tout ça. Les hommes d'affaires américains sont chacun en train de prendre un coin de la RDC. Bientôt, les intérêts américains seront partout, les intérêts des Juifs seront partout au Congo. Personne ne pourra encore mettre son pied sur notre territoire. Ce sont les derniers moments du régime de Paul Kagame que nous sommes en train de vivre. Devant Dieu, tout a été déjà scellé, le ciel a déjà parlé, et sur la terre, c'est la matérialisation et la sécurité totale, la stabilité et le développement de la RDC qui est en 2026. Donc croyons tout ça, c'est là, c'est la fin de l'année, que chacun de nous retrouve son église pour la prière de 40 jours. Il y en a qui font 21 jours. Entrez dans ces prières-là, priez pour le pays. C'est un moment charnière, il y aura beaucoup de changements. Nous sommes en train de faire une rupture avec le passé. Les bonnes choses sont à venir. Je crois que nous allons retrouver à Washington d'ici la semaine prochaine, oui.
Cette semaine se termine. Cette semaine, nous terminons la semaine ici. Ce sera les 16, hein? Oui. Donc le vendredi prochain, nous serons à Washington, sauf imprévu. Donald Trump aura déjà fini ce qu'il a comme agenda. Et les deux présidents pourront se retrouver parce que c'était initialement prévu pour le 13. Ce ne sera pas possible pour ce vendredi. Mais le vendredi prochain sera possible si Dieu le veut. Avec Dieu, nous vaincrons.